Bonjour tout le monde, merci d'être venu pour ce BBL sur le Domain Driven Design. Donc, merci à toi, Charles, d'avoir accepté l'invitation. Donc, si vous ne nous connaissez pas, bon, vous nous connaissez, mais pour les deux invités, donc Pete, une ESN sur Lille, une de nos valeurs principales, c'est le partage. Et c'est pour ça qu'on essaye tous les mois de faire un BBL, un talk, un meet-up, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc voilà, ce mois-ci, c'est le Domain Driven Design et je reviendrai à la fin du talk pour vous présenter le prochain, pour vous annoncer le prochain du coup. Voilà, du coup, bonne chance et amuse-toi bien. Je te remercie, Mike. Merci pour l'invitation d'ailleurs. Du coup, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le domaine Driven Design. Bienvenue à tous. Je suis content qu'il y ait pas mal de monde à distance et sur site. Ça fait plaisir. On a une bonne vingtaine. Qui je suis? Je suis Charles Taquet. J'ai 25 ans. Ça fait maintenant presque 3 ans que je suis chez Hippon Technologies. Là-bas, on m'a appris pas mal de choses. On m'a un peu pris par la main. On m'a appris toutes les valeurs du software craft que je ne connaissais qu'un petit peu à l'école, ou d'ailleurs avec un mec, on a pu en apprendre un petit peu en dernière année de master. Maintenant, je travaille chez Leroy Merlin depuis 2 ans et demi. Et je suis actuellement lead dev sur un configurateur sur mesure, où en fait, on crée des volets battants. On peut choisir la couleur, la taille, etc. Et ça se passe plutôt bien. Ça fait une petite année qu'on fait ça. Et on arrive bientôt au déploiement national qui va nous faire bien plaisir. Je vais faire un petit tour de table, un rapide tour, savoir si le DDD, Domain Driven Design, c'est quelque chose qui vous parle, si je peux avoir des mains levées, si c'est au moins un terme que vous avez déjà vu ou pas. Peut-être le software craft aussi, vous ne connaissez pas du tout. Bon, pas de souci. On est là pour apprendre. Du coup, moi, ça fait, comme je vous dis, ça fait 3 ans que je fais ça et qu'on m'a un petit peu instruit sur ce sujet. Donc, on va pouvoir apprendre ensemble ce que c'est et j'espère qu'à la fin, vous pourrez l'appliquer sur vos missions et que vous verrez aussi l'utilité de cet outil. Alors, le DDD, partons d'une situation qui nous parle. Est-ce que vous voyez ce moment où on vous demande de quelque chose de tellement vague que vous avez l'impression que quelqu'un vous a demandé de construire un Lego, une énorme fusée, mais qu'on n'a pas la notice? On va essayer de faire quelque chose, ça va être un peu le bazar. On aura toutes les pièces, mais rien n'aura trop de sens. La fusée, on ne sait pas, elle va commencer à ressembler à une voiture, on ne sait pas trop pourquoi. Donc là, c'est là que le DDD va pouvoir être utile. En fait, ça va être notre outil, qu'on appelle aussi DDD pour les intimes. Et en fait, cette boîte à outils va nous aider à faire du concret. Pourquoi elle va nous aider à faire du concret? Parce que, avant de parler de lui, on va quand même imaginer un petit projet où tout est structuré autour de la compréhension du métier. En fait, avant de se lancer dans cette construction de fusée, on va aller peut-être voir les ingénieurs et leur dire mais ça ressemble à quoi une fusée en fait? C'est là qu'on va pouvoir imaginer un peu et surtout se renseigner sur comment créer une fusée. Du coup, au lieu de rentrer directement dans le code dans une solution technique, on va éviter de faire du développement ou de commencer à construire ce Lego. On va grâce au DDD, pousser le fait de comprendre les règles et les réalités du business. Ensuite, dans une deuxième partie, on viendra le modéliser avec certains autres outils que je vous présenterai à la fin de la présentation. Mais du coup, le but, c'est d'arrêter de faire des suppositions et on va commencer à travailler main dans la main avec les experts du métier pour s'assurer qu'on comprend vraiment leurs besoins. Alors, pourquoi on en a besoin? On va plus partir d'un exemple concret retail qu'on connaît un peu tous dans le Nord. On va imaginer un système de gestion de commandes d'une grande chaîne de magasins. On aura des stocks, des livraisons, des retours, des promotions, des clients, etc. Tout ça doit fonctionner ensemble. Et si on se contente de plonger directement dans le code, on risque de manquer certaines subtilités. On va se dire, OK, moi, je vais commencer à créer mon client, mon objet, je vais commencer à créer ma base de données, etc. C'est peut-être pas par là qu'il faut commencer. On pourrait peut-être même créer des fonctionnalités qui ne seraient pas prévues à la base. Et ça, c'est peut-être pas ce qu'on veut parce qu'en fait, on ne va pas répondre aux besoins de l'utilisateur. Donc, c'est peut-être là qu'il faut qu'on clarifie les choses. Je vais me répéter, mais du coup, le DDD sert à ça. Il va permettre de clarifier un peu tout ce bazar, on va dire, et prendre un petit peu de recul. On va pouvoir commencer à comprendre les priorités. Et c'est ce qui est critique pour le business, parce que du coup, on va pouvoir répondre directement à ce que le client nous demande. Et du coup, ça marche plutôt bien. Le plus important à comprendre, c'est que le DDD ne se concentre pas seulement sur le code. En fait, son but, c'est surtout de faire le pont entre le business et la technique. L'idée, c'est que le développeur va discuter en fait avec les experts métiers. Je dis le développeur, mais on pourrait avoir les QA, on pourrait avoir
des ingénieurs, etc. Enfin, c'est vraiment le but, c'est de mettre des gens ensemble pour qu'ils discutent, pour avoir le même langage. C'est là qu'on va mettre une notion en avant, c'est l'ubiquitous language. L'ubiquitous language, c'est quoi? C'est en fait un langage commun, pour le traduire simplement, où là, en fait, on va dire qu'est-ce que c'est qu'un client, qu'est-ce que c'est qu'une commande, qu'est-ce que c'est qu'une promotion. Et en fait, ça va nous permettre d'être sur la même longueur d'onde et d'éviter les incompréhensions. Parce qu'en fait, quand je vais vous dire, voilà, mon client a fait une commande de trois paires de chaussures, et ben en fait, on va tous savoir, bon, l'exemple paraît assez simple, mais on va tous savoir ce que c'est qu'une commande, ce que c'est qu'une paire de chaussures, ce que c'est qu'un article, etc. Et ça va surtout éviter ça va éviter de créer des incompréhensions dans le projet, parce qu'en fait, nos termes, en fait, notre dictionnaire métier sera le même pour tout le monde. Donc, pour résumer le DDD rapidement par rapport à cette introduction, le DDD, c'est du coup une approche qui, qui place le business vraiment au centre de l'application. Ça paraît assez logique, mais plutôt que de se perdre dans les détails techniques trop tôt, on va s'assurer qu'on a bien compris ce que le business veut. Vous allez voir que business et métier, c'est quelque chose que je répète beaucoup, mais c'est tout le principe du domain driven design. C'est comme si en fait on prévoyait le trajet avant de se lancer dans un road trip. Ça nous évitera de peut-être passer par une impasse et de se bloquer, de dire merde, je suis bloqué, le road trip aura duré 5 minutes, c'est peut-être pas les vacances que j'avais prévues. Du coup, on va pouvoir passer au cœur de l'application. Donc là, le but, c'est de présenter un peu un exemple, parce que je vous ai parlé de ce système de shopping. Je vous ai aussi parlé de certains objets, des commandes, de stock, etc. Maintenant, on va visualiser un peu à quoi ça ressemblerait et comment on pourrait développer ça grâce au DDD. Je parle de développement, mais au final, c'est surtout construire notre dictionnaire et voir comment on va bien gérer nos bulles. Je viendrai étoffer un peu ce système de bulles. Voilà tout. Alors, imaginons un magasin de vêtements, un bon vieux retail, on y revient. Ils vendent en ligne, en magasin, ils doivent gérer plusieurs aspects de leur business. On aura d'abord les commandes des clients, on aura le stock des produits, on aura la relation avec les clients, c'est-à-dire les livraisons, le service client, etc. Et on aura, par exemple, le retour des commandes. C'est là qu'on va pouvoir voir un nouveau concept du DDD. Donc, je vous ai parlé de l'ubiquitous language, donc ce fameux langage commun. Là, on aura le banded context. C'est vraiment traduit simplement par un contexte borné. Le but, c'est de venir isoler les équipes ou les parties du projet pour venir se dire, OK, qu'est-ce que c'est que du stock? Qu'est-ce que tu dois gérer? Est-ce que tu dois gérer des entrepôts? Tu dois gérer des réapprovisionnements? Tu dois gérer d'autres équipes? Est-ce que tu dois communiquer avec d'autres équipes? C'est un peu ça le but. Euh, donc, du coup, chaque équipe aura bien son aspect spécifique du business. Et en fait, ça sera bien clair quand tu travailles dans le banded contexte du stock que tu dois pas commencer à gérer des retours, tu dois pas commencer à gérer la relation client parce que peut-être que je vais devoir communiquer avec mais va bien falloir isoler chaque partie de notre application. Donc, si je reprends notre contexte du stock, on a des rapprovisionnements, on a des entrepôts. On dit aux autres équipes si un produit est disponible en rupture. Donc ça, c'est là où on verra cette petite communication. Je vous parlerai d'un mapping après pour voir comment on communique ensemble. On pourra avoir un autre contexte qui est celui des commandes. Cette équipe, elle s'occupe de prendre les commandes, de gérer les paiements, de vérifier la disponibilité des produits. On aura aussi le contexte des retours. Celle-ci, ça sera plus pour voir avec les clients comment on renvoie les articles, quelle est la logistique pour récupérer les produits et comment on peut faire les remboursements, par exemple. On voit un peu ici que chaque contexte fonctionne indépendamment des autres, mais ils doivent tous communiquer à un moment donné. Par exemple, quand une commande est passée, l'équipe des commandes doit parler à celle du stock pour vérifier si l'article est disponible. Donc, en fait, ce qui est super avec le DDD, c'est qu'il nous pousse à bien délimiter les responsabilités entre ces différentes parties du business. Ça permet à chaque équipe de se concentrer sur son domaine sans se perdre dans les détails des autres. Ça évitera aussi le chaos où tout le monde doit comprendre ce que tous les autres font. Un autre concept clé que je vous ai présenté un petit peu avant, c'est l'ubiquitous language, qui permet d'éviter les malentendus. Le DDD le recommande beaucoup, ce fameux langage commun, parce que c'est celui des experts métiers. Les experts métiers, ils vont vraiment connaître le business. Ils vont pouvoir nous guider sur comment ça marche notre application. Par exemple, si on reprend notre magasin de vêtements, si on parle d'une commande,
ça doit vouloir dire la même chose pour tout le monde. Il ne doit pas y avoir de confusion entre les devs, les experts métiers et les équipes de support. Tout le monde doit parler le même langage pour être sur la même longueur d'onde. Hop. Ce qui est cool, c'est que ça nous aide aussi à éviter les décalages entre le business et la technique. Ça évitera que le développeur il commence à imaginer l'application alors qu'il ne sait pas vraiment comment ça marche. Euh, et, euh, au moins tout le monde se comprend, ça nous fait gagner du temps, pardon. Et les erreurs de communication sont de moins en moins présentes, même si ça peut encore arriver. C'est vrai qu'après 2 ans chez Leroy Merlin, je me rends compte que le langage, il a beau être très clair, des fois on a des mots à rallonge de peut-être 4 mots, ça commence à faire beaucoup. Quand on commence à vous parler de faisabilité dimensionnelle pour Vento Inego, vous dites, oula, ça fait peut-être beaucoup. Mais on s'en sort et au moins on parle la même langue. Et quand je dois parler à ma PO, ben, elle comprend et des fois, en fait, je viens soulever des problèmes qu'elle n'aurait peut-être pas imaginé. Et donc, c'est vraiment ça le but. Je me répète beaucoup, mais en fait, c'est un peu du bon sens. C'est comment on va préparer le projet avant de le coder. Justement, on va pouvoir venir au code. Donc, on a vu comment le DDD pouvait nous aider à organiser le business en contexte. Je vous ai bien expliqué les bandes de contexte, comment on pouvait isoler un peu chaque partie du métier, faire vraiment des bulles et pouvoir gérer chaque bulle indépendamment. Maintenant, on va voir ce que c'est que des patterns tactiques. Genre un petit dernier pattern stratégique à vous parler dont je vous ai teasé tout à l'heure, qu'on va voir tout de suite. Mais on va pas trop rentrer dans les détails techniques. Le but, c'est juste de voir, une fois qu'on a bien délimité les zones métiers et les mots, comment on va pouvoir développer ça avec 4 petits concepts assez simples que je vais vous présenter. Alors, je vais faire une rapide pause. Donc, on a parlé de l'importance de limiter les différentes parties du business, mais on a un autre concept stratégique qu'on a à disposition qui est la context map. Donc, cette context map, c'est en gros une carte qui montre. Bon, alors là, j'ai pris un exemple assez simple du bouquin que j'ai devant moi, mais on aurait pu l'appliquer pour le magasin de vêtements. En gros, c'est vraiment la carte des contextes et comment ils interagissent entre eux. C'est voir, en gros, on pourrait dire quel est le plus gros des agrégats. Je prends un peu d'avance, mais quel est le plus gros des agrégats et comment il vient interagir avec chacun de mes objets. Et comment, par exemple, comment on pourrait vérifier que le service du stock parle bien avec la disponibilité des produits. C'est ce genre de choses qu'on peut visualiser. Ça peut se générer, il y a des outils qui permettent de générer ce genre de context mapping avec des annotations. Je prends l'exemple en Java. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'appelle JMolecule. Je n'ai pas encore le temps d'essayer, mais ça a l'air assez sympa. Ça permet vraiment pendant qu'on développe, de créer chaque partie, enfin d'annoter chaque partie et de voir si, une fois qu'on a fini au moins notre premier contexte borné, si tout interagit bien comme il faut. Donc au moins on a la visualisation de chaque partie du puzzle et ça c'est vraiment crucial pour éviter les silos et s'assurer que toutes les équipes communiquent bien et correctement. Mais le DDD ne s'arrête pas là, comme je vous l'ai dit. Une fois qu'on a défini nos contextes, on doit aussi penser à comment organiser le code au sein de ces contextes. C'est là que les patterns tactiques entrent en jeu. Donc on en a un premier qui est l'entité. L'entité, en fait, c'est quoi? C'est un objet qui peut évoluer dans le temps, mais qui a une identité unique. Par exemple, si on prend l'exemple de notre shopping, on va avoir un client, par exemple, parce que du coup, il aura un numéro de client et il aura peut-être d'autres paramètres comme une adresse. Du coup, c'est là que je vais faire le pont vers le value object. Le value object, lui, c'est quelque chose qui est défini dans le plan qui ne bougera pas. Si on prend l'exemple d'une adresse, quand vous arrivez en magasin et que vous inscrivez, que vous créez votre compte, par exemple, et ben vous avez une adresse fixe. Et si vous venez changer d'adresse, on va entre guillemets supprimer votre ancienne adresse, recréer une adresse, et du coup, on va vous l'associer avec votre numéro de client. C'est un peu ça le but du value object. Ensuite, on a l'agrégat. L'agrégat, lui, c'est le regroupement des entités et value object, même s'il y a une petite subtilité, parce que l'agrégat, ça peut être, une entité peut être un agrégat, parce qu'en fait, ça va être l'objet primaire, comme je vous expliquais tout à l'heure dans le schéma avec les bulles qu'on a vu juste avant. On a vraiment le gros objet. Moi, par exemple, sur mon projet chez Leroy Merlin, c'est le volet battant. Et le volet battant, il a plein de petits paramètres. Je vous disais la couleur, par exemple, les dimensions, etc.
Donc en fait, bah, couleur, dimension, ça va être des value objects. Et vu que ce volet battant, il a un identifiant dans le temps, parce que bah, c'est quand même un article individuel, et bah, ça devient une entité et aussi un agrégat parce qu'il regroupe les deux. Je vous ai aussi donné un exemple avec le magasin de vêtements. Donc on disait que l'entité, c'était un client ou un article. Le value object, ça peut être une adresse, une quantité. Pareil pour l'agrégat, du coup, ça peut être aussi une commande d'article. On en a un dernier qui est un peu plus technique et qui va parler à plus de gens, qui est le repository. Lui, son but, c'est simplement de stocker et de récupérer les agrégats, parce que ben, faut bien pouvoir récupérer ben, la commande et pouvoir la gérer. Donc, c'est un peu son but. C'est tout simplement ça. Il va pas s'occuper directement de la base de données, mais c'est surtout pour déléguer la responsabilité de qui doit gérer le stockage et la récupération. Voilà tout. Ces patterns nous permettent d'appliquer le DDD dans notre code de manière pratique. Il y en a bien d'autres. J'ai évité d'être exhaustif parce que sinon, on serait un peu perdu. Mais là, au moins, vous avez les quatre principaux et ceux que j'utilise dans la vie de tous les jours dans l'équipe. Et j'ai remarqué que dans le deuxième projet que j'ai fait, en ayant ces quatre notions-là, on a vraiment le principal pour faire du DDD. Parce qu'en fait, si on vient commencer à parler de shared kernel, etc. Enfin, c'est tous des concepts que je pourrais vous présenter après pendant les questions, mais on vient un peu perdre le développeur qui sait plus quel concept sert à quoi. Alors qu'en fait, quand on veut présenter le métier, enfin représenter le métier côté code, c'est avec ces objets-là, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Voilà tout. Du coup, on va se faire un petit résumé rapide. On a couvert pas mal de choses en peu de temps. Et avant de terminer, je veux m'assurer que vous partiez avec les idées claires. Donc, on a vu que le DDD, c'était pas juste une approche technique, c'est surtout un moyen de mettre le business au centre. On veut d'abord comprendre le métier, ce qui est vraiment important pour le business avant de plonger dans le code. Avec les bandettes contexte, on divise bien le système en zones bien claires. Chaque équipe ou une partie de projet, on va dire, peut travailler sans être constamment submergé par les détails des autres. Parce que, comme je vous ai dit, bah, s'il y a une évolution dans la commande, dans le bandet contexte de la commande, c'est pas pour autant que le retour il doit évoluer. Parce que vu qu'ils ont chacun leur représentation des objets, bah, normalement, si l'application est bien faite avec les value objects et les agrégats et entités, et ben, en fait, ils auront leur représentation de l'objet dans leur bulle. Et s'ils veulent communiquer, bah, ils auront fait un échange, mais ils vont faire un objet d'échange, on va dire, qui va permettre d'éviter les transformations comme ça. Donc, si, je ne sais pas, une commande doit avoir une date, bah, peut-être que c'est utile dans la commande, mais ce n'est pas utile dans le retour. Voilà. Tout ça permet d'éviter les projets chaotiques, parce que du coup, on a encore l'Ubiquitous Language. Comme je l'ai dit, c'est vraiment ce langage, ce dictionnaire. C'est assez dur à mettre en place au début parce que ben, il faut vraiment se poser dans une salle et se dire bon, ben, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un article, qu'est-ce que c'est qu'une commande, etc. Ça va prendre un petit peu de temps dans le démarrage d'un projet, ou même ça peut se faire d'ailleurs dans un second temps dans un projet, parce qu'on va peut-être se rendre compte qu'en fait, c'est un peu le bazar dans ce qu'on développe et que de base, c'est peut-être même pas clair pour le métier. Et du coup, après, on a les patterns tactiques pour coder tout ça. Pour le tout. Donc, on va passer à la conclusion. Le DDD, c'est une approche puissante, mais elle n'est pas là pour ajouter de la complexité pour le plaisir. C'est pour ça que j'ai mis la petite phrase. C'est pas juste pour rendre les devs heureux. C'est surtout pour aider à gérer la complexité. C'est un peu comme un GPS qui vous guide à travers les routes complexes du développement logiciel, tout en vous assurant que vous ne vous perdez pas en route. Je vais vous faire une petite ouverture quand même. Vu qu'aujourd'hui, j'ai fait que effleurer ce que c'était que le DDD, j'espère vous avoir intéressé quand même et que c'est quelque chose que vous avez pu rencontrer dans vos missions. Ce problème de le métier n'est pas très clair et comment on pourrait le clarifier. C'est un univers entier, il y a beaucoup de concepts intéressants, il y a plein de bouquins, plein d'articles, etc. pour se renseigner là-dessus. Mais même sans tout connaître moi-même, parce que ça fait quand même que 2 ans que j'en fais et j'essaye de partager un peu ce qu'on m'a appris. Je trouve que comprendre le business, ça fait énormément dans un projet et j'ai l'impression que ça crée une vraie différence dans un projet parce que on livre beaucoup et en fait on fait peu de retour en arrière, de se dire ah mais en fait on a créé notre commande mais on a complètement zappé je sais pas on a complètement zappé la livraison parce qu'en fait on s'est arrivé dans un deuxième temps et dans la V1 on n'avait pas prévu la livraison, on avait prévu qu'ils viennent le chercher en magasin. Et en fait, vu qu'on aura bien délimité nos contextes, ben, venir rajouter un système de livraison, ça ne sera pas un problème. Du coup, je vous encourage vraiment à creuser le sujet si ça vous a intéressé. Je vous propose un livre qui est DDD vite fait.
C'est en gros une traduction du Blue Book de Derek Evans, qui lui d'ailleurs a mis en valeur ce DDD dans son Blue Book. C'est pas très digeste, honnêtement. Le bouquin est assez lourd. Sinon, vous l'avez aussi en anglais, qui est Domain Driven Distilled. Le but, c'est vraiment de résumer son livre, qui est vraiment très gros. Mais honnêtement, pour l'avoir lu il y a 2 ans, c'est très très compliqué. C'est très technique, mais au moins on comprend bien les concepts. Ensuite, un deuxième qui est très accessible, c'est le Softwarecraft. Celui-là, je vous le conseille vraiment. Ça va faire, entre guillemets, la suite du talk que je viens de faire. Ça va vous faire un pont vers le clean code, le TDD, parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais en fait, le DDD marche très très bien avec les autres aspects du Softwarecraft. En fait, on a la BDD, pour Behavior Driven Development, qui en fait permet de mettre en relation les experts métiers et les développeurs. On va les mettre dans une salle peut-être une fois par semaine et on va faire une séance. Moi, j'en fais deux par semaine chez Laura Merlin. Et en fait, ça nous dure à peu près 2 heures. Et en fait, on va commencer à dire les règles métiers, écrire des scénarios avec du Gherkin, peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez, qu'on a déjà fait, qui a déjà été fait en approval testing. Et on va dire, ben, étant donné que j'ai une commande, quand la commande est passée, alors la commande est peut-être livrée, par exemple. C'est un truc tout bête. Ça marche très bien parce qu'en fait, on va réutiliser le langage qu'on a présenté avant et on va pouvoir l'étoffer avec tous les règles métiers. On a aussi le TDD qui va nous permettre en fait de créer nos tests avant. Mais du coup, ça marche bien avec le DDD parce que vu que les règles sont claires, eh ben, en fait, le nom de nos tests, ça va être les règles métiers. Donc, vu qu'on va d'abord créer nos règles métiers, on va d'abord faire le test. On va ensuite vérifier que le code marche bien, que le code métier a été bien fait. Et il y a aussi d'autres concepts du Softwarecraft comme le clean code qui peuvent être explorés là-dessus et qui sont en fait qui se rejoignent très bien. On a aussi une petite liaison qu'on peut faire avec l'agile et le scrum. Ça marche très très bien ensemble. Au final, je vous disais que moi, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais je suis en sprint de 2 semaines en scrum et ça se passe très bien. En fait, on vient faire 4 séances du coup par sprint de BDD. Ça nous permet d'étoffer notre Jira, notre backlog. Et on a tous nos tickets qui sont très clairs. En fait, dès que je prends mon ticket, je sais ce que je dois faire parce qu'on l'a écrit ensemble. Voilà tout. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est peut-être été un peu rapide, mais si vous pouvez me faire un petit feedback pour que je m'améliore, c'était mon premier talk. J'espère que ça s'est quand même bien passé. N'hésitez pas du coup à scanner le QR code et à me faire un feedback. Je vais pouvoir passer la main à Émeric. Merci. Pardon. Ouais, pour le prochain, déjà, merci beaucoup, Charles. Merci. C'était assez clair, c'était comme tu as dit, un peu de fond, ouvert de porte. C'était vraiment clair, aucune question. Et du coup, le prochain DBL, ce sera la ville beau gosse. Ça sera fait du coup sur l'open source. Ça sera le 4 octobre, même heure, midi et demi. L'agence. Les invités sont bien sûr mais voilà. Merci bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va avoir le temps d'en discuter pendant qu'on mange, etc. J'ai essayé d'effleurer un peu le sujet, même si c'est pas un sujet que je connais sur le bout des doigts. J'espère vous avoir quand même intéressé et montrer la valeur de cet outil, qui est vraiment pas difficile à mettre en place. Ma conclusion finale, ça sera quand même de vous dire que le cœur métier, c'est ce qu'il y a de principal. Et si vous arrivez, même si vous êtes actuellement en difficulté dans une mission, quoi, que c'est pas très clair, peut-être qu'il faut faire une petite pause, de dire, bah, venez, on redéfinit un peu ce que c'est que nos règles, ce que c'est que notre vocabulaire, etc. Et ça fera déjà une très bonne porte d'ouverture vers le DDD. Vous n'êtes pas obligé de le coder comme je vous l'ai présenté avec les panneaux tactiques, mais déjà mettre cette relation métier-développeur, ça va aider beaucoup, je pense, dans un projet. Merci bien. Si vous avez des questions, je suis ouvert. Sinon, on viendra en discuter. Je t'écoute. Le DDD, c'est super intéressant. Moi, je découvre. J'avais connaissance du DDD, CDD. Du coup, en tant que quand tu dois ramener des développeurs sur tes projets,
en DDD. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont pas un peu perdus avec toutes ces notions? Et bah justement, en fait, ça se passe super bien parce que je vous ai vite fait le pont, je vous ai très vite fait le pont avec le BDD. Vu qu'on écrit des scénarios toutes les semaines où on définit ce que c'est qu'une commande, ce que c'est qu'un volet battant, comment je vais commencer à venir mettre mes dimensions, etc., mettre la couleur. En fait, il va juste pouvoir lire cette documentation qui est vivante. C'est juste du texte en fait français simple. Et en lisant ce texte, il va pouvoir comprendre le code parce qu'en fait, quand il va lire, étant donné un volet battant avec des dimensions 1000 x 1000, ben, il va retrouver exactement ça dans le code. Il va faire OK, ben, j'ai volet battant qui a un objet dimension et dimension, il a une largeur, une hauteur. Donc, tu vois, en fait, juste en lisant le scénario français, il va pouvoir faire la relation. En plus de ça, il va participer aux séances. Du coup, on va pouvoir l'initier là-dessus. Donc, on va dire, bah, en fait, voilà notre dictionnaire. On va te présenter notre dictionnaire comme on l'a connu, qui est assez étoffé. Et bah, du coup, il va pouvoir être accompagné là-dessus. Ça m'est arrivé pour 3 devs de les accompagner pour comment dire, les prendre, les onboarder pardon, dans le projet, on va dire, après un an. Ça, c'est super bien passé, même pour des alternants qui venaient d'école. En fait, ça met un certain temps au début parce que ce dictionnaire, il est clair pour les autres, mais pas pour toi. Mais une fois que tu as les mots, c'est super facile. On le touche. Dans le cas de dev junior, en tout cas ouvert, est-ce qu'à l'inverse, tu n'as jamais fait face à la problématique d'un dev senior qui, ah non, vous m'apprenez pas, je les connais, hein, les deux, l'agilité, ah non, je vais faire un truc, parce qu'il a déjà rencontré ce genre de cas, et lui dire, tout le bête avec des séances de minutes et de délai. Justement, j'ai eu le cas donc du coup la question, je la rappelle juste pour les gens à distance, c'était est-ce que des devs un peu plus seniors n'ont pas été réfractaires au DDD? Donc du coup, pour répondre à cette question, en fait au début je disais mais vous prenez beaucoup de temps, vous mettez dans une salle 2 fois par semaine, vous prenez 4 heures. Qu'est-ce que vous faites même pour le client? Au début c'était difficile de dire non mais moi je vous paye à l'heure. C'est quoi ce que vous faites là? En quoi vous m'apportez de la valeur? En fait, ils se sont rendus compte qu'on avait très peu de retours après qu'on ait développé la feature. Et pour revenir au sujet du senior, en fait, il a été convaincu, à force de faire des séances, il s'est dit, mais en fait, c'est vrai que je comprends pas tout. Et quand tu lui mets les problèmes devant les yeux et qu'il voit que les développeurs connaissent aussi bien, même des fois, voire mieux, le métier que les experts métiers, ben, il dit, ah, en fait, je vois la valeur. Parce que j'avais peut-être tendance à me dire, OK, je vais commencer à partir sur une techno, je vais commencer à faire du synchrone, de l'insynchrone, du Kafka, machin. En fait, c'est pas du tout l'important. Le plus important, c'est d'abord d'exprimer cette bulle métier. Une fois qu'on aura fait la bulle métier, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais on a aussi l'archi-exa qui marche très bien. En fait, on va créer notre bulle domaine. Donc, c'était un peu le schéma que vous aviez, mais on englobe tout ça. On va venir ensuite créer l'infrastructure. Et en fait, là, on va commencer à créer la base de données, on va commencer à créer le client web, etc. Et en fait, vu que la bulle métier sera claire, on n'aura jamais de retour. Et c'est là que l'expert, le développeur un peu plus senior, va trouver ça agréable. Ça met un peu de temps, mais franchement, moi, le seul cas que j'ai eu, il a mis du temps à comprendre que c'était un exercice qui pouvait être chronophage, mais qu'en fait, sur le résultat final, ça fait gagner beaucoup de temps. Et le client s'en est rendu compte aussi parce que ça fait 5 ans que Laurent Merlin, sur mon contexte de configurateur, font ça et qui veulent surtout pas arrêter. Voilà. Vas-y, je t'écoute. Hein. Du coup, je disais, c'est cool, le client, il s'est rendu compte que ça apportait de la valeur et qu'il ne perdait pas d'argent, au contraire. C'était une de mes questions. Là, ça a été la pause. Et par contre, j'ai encore d'autres questions sur le fait de. Oui, tu disais il y a 4-5 ans, tu n'étais pas encore en DDD, TDD. Oui, je ne connaissais pas du tout. Avant, le projet existait et cette pub, je suppose. Là, oui, bien sûr. Est-ce que si demain, moi, je veux le mettre en œuvre, je vais devoir dire à mon client, écoute, on prend une pause de 1 an. Je comprends la question. Je répéterai simplement. En gros, c'est combien de temps ça peut mettre de créer le DDD, de mettre en place le DDD dans un projet qui est déjà existant peut-être depuis 1 an ou 2. Pour répondre à ça, j'en ai un petit peu parlé pendant la presse. Tu vas d'abord commencer à créer une discussion. En fait, déjà, ça ne se met pas en place dans tous les projets. Tu viens faire un projet calculatrice.
le DDD n'a pas du tout intérêt. C'est quand même sur un projet qui est un peu plus gros et qui a un minimum de contexte borné. Si tu vois qu'il commence à y avoir des interactions, c'est très utile. Et du coup, pour le mettre en place, en fait, si tu sens que les règles métiers sont pas claires, bah, c'est là qu'il faut les titiller en mode mais moi je comprends pas en fait pourquoi vous me demandez de faire ça. Peut-être que le ticket est pas clair parce qu'actuellement on fait peut-être des tickets techniques où on dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire des essais, etc. Mais d'abord, quelle est la règle métier, quel est le cœur du métier? Et en fait, bah, c'est aussi le but de la boîte d'Ypon, c'est qu'on vient intervenir sur les missions, on leur dit mais en fait votre mission elle est super intéressante, etc. Mais vous mettez trop la technique au centre. On a même des fois des PO techniques, ce que je trouve un petit peu dommage. Et en fait, ce qui est bien, c'est de venir se rapprocher de quelqu'un je reviens, mais des experts métiers, pour mettre ça au centre et peut-être juste aller voir, j'en sais rien, aller voir le conseiller de vente en magasin, aller voir le menuisier, dire mais en fait, ça ressemble à quoi un plan de travail? Parce que j'ai aussi travaillé sur le plan de travail et j'ai adoré le fait d'aller voir le menuisier, dire mais ok, un plan de travail, c'est quoi? Pourquoi tu dois faire des découpes? Pourquoi quand tu découpes un plan de travail, tu dois laisser ça d'espace? Il me dit bah ouais, parce que sinon, si je mets mon évier, ça va se casser la binette. Je fais ah bah oui, ok, c'est logique. Et ça, c'est une règle métier que tu l'auras que avec l'expert métier, tu l'auras pas avec quelqu'un de technique qui va dire il faut faire ci ou ça en objet métier, en objet technique, pardon. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Je t'écoute. Il y a personne d'autre qui a des questions là? Moi, j'ai une question. Vas-y. Toi, quand tu as arrivé sur ta mission, le DDD, pardon, était déjà en place. Ouais, quand je suis arrivé, c'était déjà en place. Toi, tu connaissais déjà le DDD avant. Est-ce que c'est le même DDD? Parce que j'imagine que c'est une boîte à outils finalement, c'est pas le même partout. Est-ce que ça a été pour t'acclimater? Comment ça s'est passé? Bah, du coup, cette boîte à outils, elle est vraiment globale à tous et on essaye de. Enfin, c'est pour ça qu'on a mis des mots sur les concepts pour structurer la chose. Mais effectivement, l'Ubiquitous Language, rien à voir. Quand je passais le plan de travail à voler battant, j'ai complètement effacé mon dictionnaire et j'en ai recréé un pour les volets battants. Après, ouais, non, à suivre, c'est vraiment pas compliqué. Les concepts, c'est pour ça que je vous ai présenté que quatre concepts tactiques côté code, parce qu'en fait, si on commence à vous parler des core concepts, etc., ça va être vite le bazar. Et je trouve que c'est pas le principal. Tant que le code il est lisible et que tu transmets ce qu'on t'a dit côté métier dans ton code, je pense que ça se passera bien. Surtout, ce qu'il faut faire, c'est pas polluer tes objets, techniques pardon, tes objets métiers en technique. Faut pas commencer à créer des dates, faut vraiment que ce que tu as présenté en DDD, enfin, ou en BDD même, ça soit retransmis dans ton code et que ça soit un calque en fait. Parce que bon, je l'ai jamais fait, mais je pense que ma PO pourrait lire le code et comprendre, juste en lisant le nom des objets, comprendre si on a bien suivi ce qu'elle fait. Enfin, ce qu'elle nous a présenté. J'espère avoir répondu à ta question. Ouais, le but, c'est pour ça que je vous ai rapidement parlé des annotations avec des outils comme Gmolecule. C'était notamment mon sujet de stage, qui malheureusement n'a pas pu être fini. Mais en fait, c'était de représenter ça en mettant des annotations dans le code, de dire, ben, OK, maintenant que je t'ai fait ce schéma-là, je montre à la PO, et est-ce que c'est bien ça? Est-ce que pour toi, la relation entre, je vais reprendre un exemple bête, est-ce que la relation entre la commande et le retour d'une commande, ça a du sens? On va dire non, parce que pour moi, en fait, le retour, c'est qu'à la fin, ou c'est qu'au début. Enfin, tu vois, il y a plein de structures comme ça, et c'est là que tu vas voir si les interactions sont bonnes. Parce que peut-être que tu vas parler de prix dans, je sais pas, j'ai pas d'exemple. Tu vas parler de prix dans, je sais pas, la présentation d'un vêtement, alors que de base, tu voulais juste faire un défilé de mode. Peut-être que le prix n'a rien à faire là, tu vois. C'est ça, tu vas voir l'expert métier qui va dire, je comprends pas, là, on voulait faire une présentation juste visuelle de l'article, sauf que tu commences à me parler de prix. Donc ça veut dire qu'il y a une relation qui s'est mal faite. C'est ça le but aussi. Voilà tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y, je t'écoute. Tu me dis que c'est facile à implémenter le DDD et je l'entends, mais est-ce que, alors moi je suis PO, donc je sais pas être priorité, peut-être que ça va rapide. Comment on fait PO? Je peux prioriser les demandes. Voilà, enfin, pour être plus clair. Je veux dire, avec le DDD, tout ça, vous découvrez des choses, vous découvrez des comportements, et comment vous dites à un moment donné, ça va vraiment apporter de la valeur, je vais le prioriser. En fait, on va s'en rendre compte quand on va écrire les règles métiers. On va se dire,
tout à l'heure, je parlais d'un exemple concret qu'on est en train de faire. Je fais des volets battants. On va dire que je prends un volet battant avec avec deux côtés qui s'ouvrent comme ça. Et on est en train de voir les vantaux inégaux. Donc en fait, c'est peut-être que j'ai une gouttière à ma droite. Et en fait, mon volet battant va venir taper sur la gouttière. Donc je vais vouloir faire un volet battant d'un côté plus petit que l'autre. Et l'autre qui va être plus grand pour pouvoir fermer mon volet. Et en fait, on s'est rendu compte en écrivant les règles métiers et en estimant, parce que du coup, on écrit nos scénarios entiers. On dit, OK, bon là, notre épique, elle a, je sais pas, 8 tickets. Et donc 8 tickets, c'est 8 features, donc 8 scénarios. Enfin, 8 features avec plusieurs scénarios dedans. Et en fait, on voit que une fois qu'on a estimé, on en a pour, je sais pas, 30 points, alors que c'est 1% du business. C'est là qu'on se dit, en fait, ça, on l'a cadré, mais c'est pas utile, en fait. On va d'abord prioriser d'autres trucs. J'en sais rien, peut-être le changement de couleur, parce qu'on veut faire, je sais pas, un truc fluorescent. Et ben, ça, c'est là où on va se dire, OK, en fait, là, il y a de la valeur métier. Ça coûte autant, mais en fait, c'est 1% du business, donc c'est pas très utile, tu vois. Ça, c'est de la vente. En sachant les chiffres de vente, tu sais qu'en magasin, ils vendent 1% des ventes aux inégaux. Donc, en fait, bah, tu dis, OK, vu on l'a cadré, que ça coûte très, très cher, bah, on l'a cadré, on le fera dans une V2, on le fera peut-être dans un an. Mais ça, on s'est rendu compte en l'écrivant que c'était trop, trop cher, en fait. Les montants business. Oui, bien sûr. Ah, ouais, je sais pas. C'est pas, tu n'as jamais fait de changement de couleur. Ouais. Que ça va apporter de la valeur en business et tu vas savoir que tu vas falloir investir du temps à en développer dans tes couleurs. Ben, pour le coup, ouais, ce sont les besoins clients. Si l'utilisateur en a, enfin, si ton client final en a besoin, c'est peut-être qu'il faut le mettre dans ta backlog et il faut créer une épique, tu vois. Vas-y. Ce sondage, ils ont absolument une nouvelle méthode de paiement trop bien, c'est utilisé par 100 personnes. Et évidemment, ça va être et ils sont venus, le métier est venu nous voir en nous disant ça va être trop bien et tout. En fin de compte, on n'a pas eu de vraies recherches ce qui a été fait. Et moi, j'aimerais bien solutionner ces. Ah oui, donc non, c'est des gens qui sont venus et je ne rien pas. Non, mais s'il arrive avec un besoin, c'est urgent, c'est urgent. Il faut faire, si je fais tout. Tu veux que tu fais du DVD. Ah, mais je me demandais si avec ça, on ne pouvait pas essayer de solutionner en disant, bah voilà, ça, c'est les comportements qu'on a identifiés, c'est le domaine qu'on a identifié. Si, pour le coup, tu as des outils pour répondre à ça. Tu as un outil qui s'appelle l'Event Storming, si tu veux, je pourrais en discuter un petit peu après avec toi. Mais l'Event Storming, en fait, tu vas détailler avec des post-it. Bon, on va dire, OK, j'ai ça comme besoin, j'ai ça comme besoin, j'ai ça comme besoin, j'ai ça comme besoin. Nous, on a fait ça au début du projet Volet Battant. Et on s'est dit, bah, quel est notre roadmap un petit peu avec les gros sujets. Et c'est là qu'on a pu cadrer, en fait, quelles étaient les choses lourdes. Parce qu'en fait, tu vas créer chaque épique, chaque sous-ticket, on va dire. Enfin, chaque ticket plutôt. Et on a vu que certaines features étaient beaucoup plus lourdes que ce qu'on pensait en les s'estimant très rapidement. Et ça, je pense que c'est ce petit boulot d'onboarding, on va dire, sur le sujet où tu vas. Bah après, toi, tu me parlais d'un sujet métier qui est apparu d'un coup, mais peut-être que c'est en faisant cet atelier, tu vas pouvoir avoir ta roadmap métier et technique parce que tu auras aussi une complexité des tickets. Et si on vient t'ajouter un sujet en plus, bah, tu peux refaire cet exercice, te dire, OK, bon, bah, avec les devs, on a vu que ça allait nous coûter, je sais pas, 20 points de complexité, donc c'est-à-dire, je sais pas, un sprint. Du coup, ben, si vous me donnez l'utilité, que vous me dites que ça rapporte autant à l'entreprise, alors ben, on le met en place. Mais tu vois, c'est à toi aussi de challenger, de dire combien ça va rapporter à l'entreprise et est-ce que c'est vraiment utile. Je pense que le boulot de PO, c'est vraiment de prioriser et de, comment dire, réguler un peu les priorités et les besoins pour le tout. Est-ce qu'à distance, vous avez des questions? Je ne sais pas si vous avez bien entendu les questions. C'est vrai que j'ai oublié de toutes les répéter, désolé. Non, bah, globalement, comme tu l'as répété, ça allait. Donc, Ça va alors. J'ai une question. Je t'écoute. Parce que je fais pareil par rapport à ce que tout à l'heure, sur le côté réfractaire, j'avais pas donné, même principe quand tu veux agiliser et ça va, moi je sais, puis non, je m'en vais, je m'en vais. Là, de ce que j'ai compris, notamment, c'est une coécriture
et des règles métiers, et on ne se parle pas du tech. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que tu monopolises le temps de toute ton équipe à chaque fois que tu fais cet atelier. Pas spécialement. Nous deux, on a mis ça en place comme ça parce que ça marche bien et au moins on sait qu'on va perdre moins de temps sur les tickets. Mais de base, tu as la règle des tres amigos, c'est de venir mettre un testeur, un métier, un développeur. Et déjà, ces trois personnes-là, je pourrais même mettre que deux, ça marcherait aussi. Tant que tu as l'expert métier et quelqu'un de un peu plus technique qui peut challenger le métier, bah en fait, déjà, cette discussion-là qui peut prendre 5 minutes, hein, juste tu dis, mais en fait, là, le sujet qu'on va faire, il n'est pas clair, je pense, côté métier, j'ai rien contre toi, etc. Mais je pense qu'on pourrait cadrer, non, mais parce qu'il peut y avoir des réfractaires aussi, du sens, non, mais laisse-moi faire mon boulot, je sais cadrer, etc. Fais ce que je te dis de faire. Et en fait, juste en venant challenger ces règles métiers, la personne va peut-être se rendre compte que tout n'était pas clair. Et en faisant ces petits exercices au fur et à mesure de discussion et de challenge, ça va créer quelque chose. C'est comme ça que nous est venue la réunion. Et effectivement, on a toute l'équipe, on est genre en réunion, on est 6. Après, on est 6, mais des fois, tu en as un qui dev en même temps, mais il y a une petite oreille qui écoute ce qui se passe. On a aussi un scribe qui est tournant, donc comme ça permet aussi de mieux gérer l'attention. En fait, tu as plein de petits outils comme ça que tu peux mettre en place et qui monopolisent pas toute l'équipe au final et qui permet quand même de pas avoir trop de réfractaires. Parce que tu peux avoir, c'est vraiment un profil qui dit non, moi je veux faire que de la tech moi votre métier, ça m'intéresse pas. Mais en fait, tu vas le voir tout de suite dans les retours de PR. Quand le mec va faire son code et tu vas dire ouais, mais en fait, là, ce que tu as fait, c'est pas du tout le métier. Il y a quelque chose qui va pas. Parce que si tu as deux dettes, tu en as un qui sait très clairement comment marche le métier et l'autre qui fait que la technique et que bah, le code est pas bon, bah, il va y avoir conflit. Ça peut être gentil, mais juste des retours de PR en mode bon, bah, là, il faudrait faire comme ça, là, il faudrait faire comme ça, là, il faudrait faire comme ça. C'est là que tu vois, ça va. Comment dire, ça va pas cogner, j'abuse, mais tu vas discuter à ce moment-là, quoi. J'espère avoir répondu à ta question. Vas-y. C'est dans la continuité de ça. Donc, au final, le client il est OK avec ça et tu vas pouvoir encore au moment où il a fallu passer. Je ne l'ai pas vraiment vu, mais j'ai eu d'autres collègues où j'ai pu faire des formations BDD où ils ont vu du coup l'intérêt. Bon, moi, je les ai juste formés, je ne sais pas ce que c'est devenu après, mais du coup, ils ont essayé de mettre ça en place petit à petit. Alors, ils le font beaucoup moins fréquemment, ils le font peut-être une fois par mois, mais ils ont aimé en fait mettre le métier au cœur. Parce qu'en fait, avant, c'était vraiment que des tickets techniques en mode bon, bah là, il faut corriger ce bug-là, là, il faut ajouter cette feature-là, etc. Et en fait, dès qu'on a commencé à leur parler métier et tout centré autour de ça, ça a vraiment créé de la clarté et une bonne communication aussi, qui était peut-être des fois un peu dure entre les gens de la technique et les gens du métier. Là, en fait, tu viens me parler d'un sujet commun et du coup, ils peuvent se mettre d'accord. Je t'ai un petit peu coupé dans ta question, du coup, tu allais dire. Excuse-moi. Mais non, mais concrètement, c'est vraiment ce que tu fais dans la production, c'est bon. Et on fait la main et on parle avec le monde. Non, c'est plus l'aspect, autre aspect frein, le frein du client. Ouais. Quand tu arrives chez un client, alors, moi je le vécu plus sur le côté mise en place d'activité. Et ouais, non, mais c'est cool, c'est top, on est agile. Non, mais pas trop de réunions. Ouais. Et pas trop de ci, pas trop de là-dessus. À un moment, on fait, on ne fait pas. Et là, du coup, c'est pareil, c'est un site parce qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de réunions, beaucoup de partage. Je suis d'accord avec je suis peu convaincu. Mais c'est comment tu amènes ça au client, parce que tu es obligé de dérouler à plusieurs reprises, pour commencer à lui faire rendre compte que, bah oui, on s'entend, donc on gagne du temps pour la suite et faire moins d'émotions. Je pense qu'au début, ça part quand même je te parlais de ce challenge, de dire, ben, tu me demandes d'intervenir là-dessus pour rajouter de la valeur à ton application. Mais si au départ, il dit non, je veux pas les réunions, etc., on va dire bah, à quel moment on se met d'accord parce qu'on n'est pas d'accord. Tu vois, il y a un moment où il faut créer ce climat de confiance. Ça peut arriver aussi de tomber sur une tête de con pour être gentil, où bah, le mec veut vraiment pas, et là c'est peut-être une mauvaise mission parce que je ne sais pas, le PO il veut absolument faire sa roadmap et il dirait on ne fait pas autrement. Et dès que tu challenges, il dit non, laisse-moi faire ce que je fais.
là, de mon avis, peut-être que je suis un peu extrême, mais je pense que la mission n'est pas du tout adaptée pour ça. Mais normalement, la communication fera le boulot. Dès que tu vas voir que vous avez un sujet commun et qu'il y a, il y a un minimum de conflits, il faut régler ce conflit, on va dire ce conflit intellectuel, quoi. Faut qu'on parle la même langue, quoi. Mais ouais, j'ai pas encore rencontré de réfractaires à 100%. Ça arrivait du coup dans des missions, comme je disais, avec des collègues, où au début, ils n'étaient pas vraiment pour parce que ça marchait pas dans leur sprint, ça faisait pas trop de temps, etc. Et en fait, en le mettant en place petit à petit, alors, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais des fois, il faut rester bien 6 mois pour commencer à faire une première séance. Et en fait, dès que tu arrives à faire un atelier, je parlais aussi de l'eventstorming tout à l'heure, un petit atelier où tu dis, ah, mais en fait, on a peut-être foiré un truc. Et dès que ce déclic va arriver côté métier, on va se dire, OK, ben, si on a foiré un truc, peut-être qu'en fait, il n'avait pas tort. Et à ce moment-là, la discussion va se créer et je pense que ça peut régler les choses. C'est mon avis, en tout cas, là-dessus. Question. Tu parlais du coup de définir un glossaire, un langage en main, tout ça. Il y a des outils qui existent pour ça, ou alors pour formaliser tout ça, ou alors vous faites des docs, vous faites des parties, en gros c'est une partie des specs. Je peux vous montrer ça. En vrai, le client est carrément pour. Je le montre. Mais du coup, j'ai parlé vite fait de la BDD. En fait, ce glossaire, on va le construire au fur et à mesure. Alors, c'est littéralement ce que j'ai fait hier. Si IntelliJ veut bien bouger. J'imagine que après, ça sert justement de référence aussi bien pour le client. Bah, c'est exactement ça. Alors, si IntelliJ veut bien passer en haut, je te montre ça dans 2 secondes, excuse-moi. Je peux faire passer sur le screen. Je vais changer de partage, ce sera plus simple. Hop. Des bêtises. Moniteur. Hop. Recopie. C'est peut-être un petit peu plus flou, je suis désolé. En gros, nous, ce qu'on fait, alors ça paraît vraiment énorme, mais faut penser aussi que c'est le boulot, c'est 1 an et demi de boulot, où on fait 2 séances par semaine, où en fait, on va venir créer tout ce vocabulaire petit à petit. Si je vous montre, par exemple, l'ouverture du configurateur, en gros, c'est qu'est-ce qui se passe quand je vais ouvrir mon application et comment je vais contextualiser le client. En fait, c'est vraiment tout bête. Tu vois, j'ai un utilisateur, j'ai un magasin avec un numéro de magasin, donc ça veut dire que il est identifié par ça. Mon configurateur, c'est une application, je m'en fiche de savoir comment elle marche, je veux qu'elle soit ouverte par un utilisateur. Je sais que quand je l'ouvre et que je suis un nouvel utilisateur dans un magasin, je crée une configuration et du coup, je contextualise cette configuration en magasin. Et c'est comme ça qu'on va venir étoffer notre fameux glossaire et que, en fait, on va étoffer énormément, énormément, énormément de règles. Et ça peut vraiment partir par des petits scénarios comme ça. Et ça, du coup, ça s'appelle le BDD. C'est vraiment ça marche très, très bien ensemble. Voilà. Donc là, en fait, Tu mâches tout le travail, en fait, tu fais ça avec la PO et ça se passe super, en fait, parce que en fait, on pourrait le faire. Honnêtement, on pourrait le faire, mais ça, en force d'en parler tous les jours, tu comprends très vite. C'est vrai que peut-être pour l'onboarding, ça peut être sympa. Mais c'est pour ça qu'il y a des outils aussi, comme je le montrais avec la schématisation, où là, c'est vrai que si tu montres le schéma, il va dire, OK, mais attends, qu'est-ce que c'est qu'un volet battant? Qu'est-ce que c'est qu'une dimension? Qu'est-ce que c'est qu'une couleur, etc. C'est peut-être ce genre d'outil qui peut aider aussi à créer le vocabulaire. Clairement. Oui, je t'écoute. tout à l'heure, sur les semaines, tu avais à quel moment à quel moment travail quand tu dis là, tu travailles. En fait, on a... Non, pour le coup, ça c'est beaucoup plus tech, c'est pour ça que je ne suis pas resté trop là-dessus. C'est une fois que tu as défini tout ton vocabulaire, il va falloir le représenter côté métier, côté code, pardon. Et donc, il va falloir représenter ton métier côté code. Et c'est grâce à ces outils-là que tu vas les faire. Et en fait, c'est entre guillemets c'est des concepts qu'il faut suivre pour bien organiser ton code. Parce que si tu commences à y aller
un peu au freestyle, j'en sais rien. Si ton adresse, tu dis non, mais en fait, l'adresse, elle peut changer toutes les 5 minutes, mais qu'elle n'a pas d'identifiant unique, bah, tu dis bah, comment je vais faire pour la modifier toutes les 5 minutes. C'est plus comment, techniquement, je vais représenter ce qui a été fait côté métier. Et là, du coup, c'est une discussion entre devs où tu vas dire, bon, bah, ok, c'est quoi l'objet principal, qu'est-ce qui le constitue, etc. Et après, il faut l'enregistrer, le stocker, etc. Ok. Arrêtez de passer. Maintenant, c'est dans la loi. Ouais. Là, c'est quoi? C'est un atelier, un atelier en côté, où on pense que d'ailleurs, on va penser l'archive. C'est chacun met en place ça de son côté. Est-ce que c'est représenté de manière différente en commun? Du coup, ça dépend si ton projet est from scratch ou s'il existe déjà. From scratch, du coup, ce serait mieux de faire un atelier où tu vas te mettre d'accord sur quels concepts sont les principaux, etc. et comment tu vas faire ton schéma. Si tu as déjà de l'existant, bah, tu vas commencer à mettre en place. Tu vas dire, OK, bon, voilà, on a une nouvelle feature. On a une feature de promotion. Est-ce que la promotion, ça n'a pas un grand agrégat qui a une date qui est du coup fixée, donc c'est un value object, etc. Et en fait, là, c'est pas besoin de faire un atelier. C'est juste dans ton code, il faut que tu représentes ces concepts-là et que ça soit lisible, quoi. Y a-t-il d'autres questions? Du coup, c'est un des avantages aussi de ce qu'on a chez Laurent Merlin, c'est qu'on n'a pas de QA. En fait, on n'a pas besoin de testeurs parce qu'en fait, vu qu'on fait nos règles métier très clairement, en fait, ça, on va le dérouler parce qu'en fait, tu peux coder. Imaginons, moi, je parlais de l'utilisateur et contextualisé. En fait, côté code, tu vas venir créer un utilisateur, créer son magasin, et en fait, je vais vérifier que quand je déclenche mon use case, du coup, quand je déclenche mon use case, est-ce que le résultat de mon use case, c'est bien ce que j'ai dans mon alors? Et en fait, c'est là que tu vas venir vérifier que tes règles métiers sont bien codées dans ton application. Et ça, du coup, c'est rédigé en séance. On fait ça toutes les semaines et c'est fait par les développeurs et l'APO. Ouais. Donc, du coup, si je résume bien, dis-moi si je me trompe, tu as une application, tu as déjà fait le code et les testeurs, ils viennent écrire sur le scénario pour vérifier que ton code marche bien, c'est ça? Ok. Ouais. Et du coup, ça s'est mal passé parce que... Non, ça s'est bien passé ou... Un peu trop technique, ouais. Parce que du coup, il y a quand même un biais avec le Gherkin. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de tests end-to-end, etc. et d'approval testing. En fait, il faut faire gaffe de ne pas parler de technique du tout. Il faut que le métier, quand il lit, il comprenne ce qui se passe. Parce que si tu commences à dire quand je clique sur le bouton, ça fait ça, c'est des tests end-to-end, etc. Nous, là, ce qu'on fait, c'est qu'on se focus sur le métier. Et le métier, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que quand je configure mes dimensions, si je te le montre rapidement, bah, quand je configure mes dimensions, mes dimensions apparaissent dans mon volet battant. Tu vois, c'est tout bête. Mais en fait, c'est en définissant ces règles-là que tu vas pouvoir bien communiquer avec le métier et qu'en fait, il va dire, OK, bon, bah, j'ai compris que tu as des faisabilités dimensionnelles. Donc ça, on va faire une intégration au début. On va récupérer la data côté Google. Ça, le métier, il n'en a rien à foutre. Il veut juste savoir que la data, elle est prête. Ensuite, quand je vais les renseigner dans mon front, mais ça, je m'en fiche de savoir, je pourrais le faire dans mon front, je pourrais le faire dans une console, je pourrais le faire dans une appli mobile, je pourrais le faire dans ce que je veux. Je m'en fiche de savoir comment c'est fait, je veux juste que ça soit renseigné, que ça soit une commande qui est envoyée. Et ensuite, dans mon alors, bah, je vais vérifier que c'est bien configuré, que c'est présent, une fois que la commande a été faite dans mon use case, que le résultat, il pourrait y avoir des événements, est-ce que l'événement a bien répondu, que ça avait été configuré comme prévu. Donc, en fait, c'est vraiment ce découpage de... c'est pour ça que tu me parlais un peu avec des testeurs. Je pense que tu es peut-être parti sur des tests techniques de dire, ben, quand je clique, quand je fais ça, quand
ou peut-être des tests unitaires, je pense que d'abord, il faut faire ces règles métiers et vérifier comment, avec un exemple simple, parce que tu as les cas passants, les cas non passants, vérifier que le cas passant, il marche et que les cas non passants sont bien bloquants. Et une fois que tu auras fait ça, tu auras fait le principal, je pense. J'entends pas très bien, excuse-moi. Au niveau des given, ouais. Ah, ton problème, c'est comment tu transformes la phrase en code? Mhm. J'ai pas compris la question. J'ai compris que ton given va représenter un objet, mais j'ai pas compris la question, excuse-moi. Ouais. Comment tu fais ça? C'est ça ta question? Ouais, mais quel était ton problème du coup? Parce que j'ai compris que tu avais un problème entre cette phrase et ton code, mais quel était le problème du coup? C'était la traduction? Ah, ah oui, d'accord. Ok. Ok, je comprends. Bah, du coup, ouais, effectivement, vu que le métier doit le comprendre, si tu commences à mettre du JSON, il va être perdu. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est mettre des objets, enfin, des phrases en français ou en anglais d'ailleurs, ce que tu mets dans la langue que tu veux. Et en faisant ça, tu vas pouvoir facilement traduire. En fait, imaginons qu'ils te disent, étant donné une commande, ça veut dire que la commande, elle a un état, enfin, on va dire une commande en cours. Donc, ça veut dire qu'elle elle a été passée et qu'elle doit être envoyée. Bah, ça, tu vois, tu sais que c'est comme ça. Et dans ton objet côté code, bah, tu vas devoir traduire chaque truc. Tu vas dire, OK, bah, ça veut dire que la date, bon, je peux mettre n'importe laquelle, donc je mets celle d'aujourd'hui. En fait, tu vas créer un peu des fixtures. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais tu vas en fait moquer tout ce qui ne sert à rien. En fait, si le métier a besoin que de la commande passée, tu vas juste mettre le statut passé et tout le reste, soit c'est nul, soit c'est une valeur aléatoire. Mais en fait, ça veut dire que dans ton test, tu pourrais mettre n'importe quelle valeur. Vu que dans le métier, on n'a pas écrit les autres paramètres, ça veut dire qu'ils ne servent à rien. Si je commence à mettre d'autres paramètres et que ça change mon scénario, ça veut dire que je dois faire un autre scénario de cas non passant, etc. En fait, c'est là que tu vas faire la différence en disant, OK, ben en fait, peut-être que le statut de la commande, ça va me faire d'autres scénarios et tu vas étoffer ton dossier ton fichier fonctionnalité et tu vas mettre plein de cas. C'est un petit peu plus clair? Peut-être. C'est pas bon. C'est parce que le métier va pas le comprendre. C'est ça. Exactement. Bon, bah, je vous remercie en tout cas. Et on pourra... Salut à distance. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.